2017, on a fini notre mémoire, on l'a présenté. Janvier 2017, on n'était plus étudiant. Et là, on a fait 340 000 euros de chiffre d'affaires l'année d'après, on a fait x10. Et en peu de temps, Eventy, on a grossi la boîte hyper rapidement parce qu'on a levé 6,5 millions et avec 500 000 influenceurs inscrits dans plus de 100 pays. On a signé des marques en Arabie Saoudite, on a fait des campagnes en Russie, on a fait des campagnes aux US, vraiment dans le monde entier. On commence l'aventure, je pitch aux investisseurs et je lève les 5 millions d'euros en 2 semaines. Tu as touché beaucoup d'argent, suffisamment d'argent, j'imagine, pour pouvoir te dire si tu veux, t'arrêtes de bosser jusqu'à la fin de ta vie. On a gagné, Sylvain et moi, chacun plusieurs millions chacun. Il se passe quoi dans ta tête? T'as peur? Monter une start-up à la sortie de ses études, lever de l'argent, avoir une grosse croissance, la revendre 5 ans plus tard, toucher un gros chèque, ça c'est le rêve de beaucoup de gens et c'est exactement ce qu'a vécu Dorian avec sa précédente entreprise, Ivancy. À 32 ans, il pourrait se la couler douce aux Bahamas et arrêter de travailler jusqu'à la fin de sa vie, mais voilà, 4 mois seulement après avoir quitté sa précédente aventure, il décide de monter une nouvelle boîte, Zelic, avec une ambition encore plus forte que la précédente. Dans cet épisode de Coquette, il a décidé de partager les apprentissages de l'hypercroissance de Ivancy et aussi son plan avec Zelic, de ses premiers recrutements au développement produit à l'internationalisation. On passe en revue tout son business, mais avant d'écouter tout ça, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur les plateformes de podcast, un like, un commentaire, un partage sur YouTube et on est parti. Moi, ça m'intéresse qu'on revienne sur l'aventure Ivancy. Avec plaisir. Donc, croissance fulgurante. Si tu peux me refaire un peu le topo de comment l'histoire elle s'est déroulée, parce que ouais. je pense déjà, ne serait-ce que d'avoir un peu, toi, la façon dont tu as vécu l'histoire, la croissance, les différentes étapes un peu clés et tout, tu vois, moi, ça m'intéresse d'avoir un peu ça. Ouais, avec plaisir. Ivancy, on l'a lancé en 2016. Sortie d'école avec Sylvain, donc on était 2 cofondateurs et on s'est rencontrés en école de commerce. Donc je fais une 6e année à l'ESCP et donc dans cette année-là, le but c'est de monter une boîte. On teste des différents projets et la première idée que j'avais c'était de digitaliser des agents sportifs dans le secteur du foot. On se rend compte que c'est compliqué et donc là j'en parle dans la classe et je dis écoutez, moi j'ai une idée. J'ai travaillé avec des influenceurs et dans le monde entier, avec principalement des youtubeurs, et j'envoyais des ceintures de pantalon. Et quand j'envoyais ces ceintures-là, je mettais des codes promo et ça rapportait du chiffre d'affaires. Et je me suis dit, mais c'était incroyable. Donc je parle de ça, c'était en 2012, 2012-2013. Et donc on parlait pas encore beaucoup des influenceurs. Un peu des youtubeurs, ça commençait à arriver, mais pas énormément. Et je remarquais que le code promo fonctionnait. Donc on générait vraiment du chiffre d'affaires. Et je voyais sur le PrestaShop, je me dis incroyable. Et donc, parce que tu faisais du dropshipping à ce moment-là? En fait, j'étais en stage pour une boîte, elle s'appelle BBM Équipement. Et on vendait une ceinture de pantalon qui reste à 2200 kg. C'est le couteau suisse de la ceinture. Tu peux vraiment tout faire avec. Tu tractes une voiture en panne, tu fais du rappel, tu fais de la chasse, c'est vraiment le couteau suisse. Et donc, j'ai cette idée-là, j'en parle à l'école. Et Sylvain me dit, écoute, c'est une super bonne idée, viens, on se lance. Parce qu'on cherchait des binômes, des trinômes, on cherchait tout simplement des cofondateurs. Ouais, je vois bien. Et je dis, ah non, je vais monter en dehors de l'école, j'ai déjà des projets qui tournent, j'ai monté d'autres boîtes qui tournaient, qui me rapportaient plusieurs milliers d'euros par mois. Et Sylvain, il me dit, écoute Dorian, c'est le moment ou jamais, on fait un master spécialisé, ça coûte cher, on est là pour se trouver en fait des associés, t'as une super bonne idée, viens, on y va. Et je dis, écoute, allez go. On commence à travailler le sujet, on regarde ce qui se passe sur le secteur d'activité. Et là, on tombe sur une belle boîte américaine, elle s'appelle FameBeat, je sais pas si tu avais connu. Non. Pionnier sur l'influence marketing sur YouTube. Carton plein, ils sont rachetés par YouTube et par Google. Donc Google, YouTube qui appartient à Google. Et on se dit, mais en fait, il faut qu'on fasse un copycat de cette boîte-là. Mais nous, on va prendre à contre-courant, on va pas faire YouTube, on va faire Instagram. Et je me rappelle, mais Sylvain, il me dit, mais tu connais Instagram? Je dis, écoute, j'ai même pas Facebook, moi. Et il me dit, mais pourquoi Instagram? Je dis, quand j'ai fait ma recherche, j'ai regardé, en fait, il y avait des plateformes d'influence qui existaient, parce qu'en 2016-2017, on n'était pas les premiers à s'être lancés. Et il me dit, mais Instagram, ça n'existe pas, est-ce que tu penses qu'il y a un marché? Et je dis, écoute, Instagram, ça n'arrête pas de grandir, il y a de plus en plus d'abonnés, on en parle de plus en plus, ça appartient à Facebook, ça va se développer, viens, on va sur Instagram. On commence à regarder un peu les Instagrammeurs, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont beaucoup d'abonnés. Et on se dit, allez, c'est quoi, on tente. Donc on décide de faire notre mémoire là-dessus et on va, première plateforme d'Instagrammeurs au monde qu'on a lancée avec Ivancy. Et je me rappelle comme si c'était hier. Et là, il me dit, mais maintenant, comment on va gagner des influenceurs qui s'inscrivent sur notre plateforme? On a fait une landing page. Et dans cette landing page-là, ce qu'on a mis, c'est inscrivez-vous sur notre plateforme et vous allez recevoir des produits de luxe. Et je me rappelle, on a eu plusieurs milliers d'inscriptions assez rapidement. Et le premier partenariat qu'on a fait, c'était pas une marque de luxe, c'était des semelles pour chaussures. Et donc rien à voir. Et c'était pas une marque de luxe non plus. Mais les influenceurs ont accepté. On a fait des premières collaborations à 15-20 influenceurs.
Et là, on a eu vraiment beaucoup de chance parce qu'on s'est dit, ça cartonne. On s'est dit, en fait, ça cartonne. Et on s'est dit, écoute, il faut qu'on pousse vraiment sur ce secteur d'activité-là. On croit dans l'influence marketing, ça rapporte du chiffre d'affaires, on y va. Et on a commencé à tester d'autres campagnes d'influence marketing. Et on s'est dit, allez, c'est bon, c'est le bon secteur, on lance la boîte. Et donc, 2016, on part avec l'école à San Francisco. Là, on visite la Silicon Valley, Y Combinator. Je me rappelle, on se fait bannir par Instagram parce qu'en fait, on faisait du mass follow and follow au début pour pouvoir tester avec des robots. Oui, on fait une vidéo, on leur dit, mais on est à San Francisco en plus, une jeune boîte française, on se lance, débloquez-nous. Ils nous ont débloqué. Et je me rappelle, à l'époque, on avait gagné 1500 abonnés. Autant te dire que c'est rien du tout. Mais quand on s'était lancé, pour nous, c'était 4 mois de travail. On s'est dit, mais si on perd nos 1500 abonnés, est-ce qu'on va avoir envie de reprendre de zéro? Mais finalement, ils nous ont débloqué, mais même si ça n'avait pas été le cas, on s'en fiche, quoi. Et c'est là où a commencé l'aventure Ivancy. Et en peu de temps, Ivancy, on a grossi la boîte hyper rapidement parce qu'on a levé 6,5 millions. On a fait 35% des 5 millions d'ARR. Donc les 5 millions, c'est quand on était en process de vente de la boîte. 7 millions au total quand je suis parti de Skippers, avec 130 personnes en Espagne, Allemagne et en France. Croissance assez rapide. Sur les 6,5 millions, 4 millions en dilutif, 2,5 millions en non dilutif. On a racheté une boîte, elle s'appelait Lucette, donc, dans le Consumer Review, donc dans les avis, dans les avis sur les sites e-commerce. Et voilà, c'est comme ça qu'est née l'idée d'Ivancy, et avec 500 000 influenceurs inscrits dans plus de 100 pays sur la plateforme, et des milliards de données. C'est fou. non mais tu vois, c'est quand même... il y a peu de boîtes qui arrivent à prendre cette trajectoire. La vision de vas-y, je crois qu'il va se passer un truc sur Instagram, t'as eu une bonne vision quand même à ce moment-là. Ouais, on a une bonne vision, on a eu un peu de chance. Le timing, il était nickel là. Timing parfait. 2016, timing parfait. Vraiment, c'est là où il y a eu la forte croissance sur Instagram et on était pile poil au bon moment. On a eu de la chance. Je sais pas si on a été visionnaire, mais en tout cas on a eu de la chance. Ouais, mais en tout cas tu vois, quand tu dis j'ai fait mon analyse et en fait je me suis rendu compte que en fait oui ok, YouTube il se passe un truc, tout le monde connaît machin, mais en fait la future plateforme c'est Instagram. D'ailleurs tu te souviens un peu des données qui t'ont fait te dire que vas-y il va se passer un truc sur Instagram? Non, la seule donnée que j'avais pu voir, c'est quand je tapais plateforme d'influence sur Google, sur Instagram, en fait je trouvais rien. Ouais. Et je me suis dit, ça va se développer, c'est un réseau comme YouTube. YouTube, c'est crowd, il y a du monde, ça se développe de moins en moins. Donc en fait, on va prendre à contre-pied et on va aller sur Instagram. C'était un pari. Après, la chance qu'on avait, on était étudiants, on pouvait faire des tests. C'est ce que j'allais dire. Oui, t'es étudiant, au pire ça marche pas, c'est pas grave quoi. Enfin, non, voilà. J'avais mes autres boîtes qui tournaient, j'allais valider mon dernier diplôme. Voilà, je savais qu'il fallait prendre ce risque-là, mais on y croyait vraiment. C'est-à-dire on a pris un risque, mais on y croyait. Ouais. Et on s'est dit ça va fonctionner. C'est comme s'il n'y avait pas d'autre choix. Ça devait fonctionner, ça a fonctionné. Ouais. Et tu me disais que la majorité de votre croissance, elle s'est faite sur de l'outbound. Ouais. Donc 90%. Donc vos premiers clients, tu t'es allé les chasser? Ah ouais, mais c'était... alors, ce qu'on a fait au tout début pour gagner les premiers clients, je vais mettre des guillemets entre les premiers clients, c'est on les a pas facturés. C'est-à-dire, on a trouvé des marques. Je me rappelle, on avait Fago, on avait au Barbershop. Voilà, on avait des petites marques. Fago, qui a bien grossi depuis. Mais on leur disait, écoutez, on lance des campagnes d'influence sur Instagram, c'est nouveau. Nous, ce qu'on vous propose, c'est d'offrir des produits à nos influenceurs contre des publications sur les réseaux. Pas de rémunération pour les influenceurs, pas de rémunération pour nous non plus. Donc, on ne prenait pas d'argent. Et grâce à ça, on a fait des études de cas. On a pu avoir des influenceurs de plus en plus qui s'inscrivaient sur notre plateforme. Donc, Ivancy s'est développé. On s'est développé aussi d'un point de vue de notoriété marque B2B, parce qu'on réussit à se faire voir. Et quand on allait pitcher à des marques similaires aux marques avec lesquelles on avait travaillé, on avait fait des études de cas, on leur disait regardez comment ça fonctionne, regardez l'analyse client, le ROI, le nombre de vues, les clics, les followers qu'ils ont gagnés sur les jeux concours. On y va. Et donc, la première des choses qu'on a fait, on a facturé une campagne de 500 € pour 15 influenceurs. Et ce qui a été génial, et c'est là où on s'est dit go. On a facturé 500 € et on a fait gagner entre 500 et 800 €. J'ai plus le chiffre exact. Et en fait, c'était rentable. Et donc, la marque s'est dit, j'ai gagné en notoriété. C'est rentable pour moi. Je repars avec vous et je reteste sur une nouvelle campagne. Et donc, de fil en aiguille, ça allait hyper rapidement. Et donc, après, j'ai fait de l'outbound. Et donc, ce que je faisais, je prenais des Kickstarter, KissKissBankBank, Ulule, des sites de crowdfunding. Ouais. Et donc, je regardais les petites marques. Je prenais leur numéro de téléphone. Je les appelais sur leur 01 ou le 06 quand il était affiché.
Et je leur disais, bah, écoutez, je suis le CEO d'Ivancy. On a lancé la société. On a aujourd'hui 1500 influenceurs sur la plateforme. On vous permet de vous faire voir. Ça va vous permettre également de développer votre notoriété et votre campagne de crowdfunding, donc potentiellement d'arriver à 100%. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est qu'on fasse un meeting sales pour que je puisse vous expliquer les bénéfices de l'influence marketing sur Instagram. Est-ce que ça vous intéresse? Et généralement, ils me disaient, ah ouais, ben, on est en pleine campagne de communication, ça m'intéresse. Et je leur disais, ben voilà, c'est 500 € la campagne pour 15 influenceurs. La campagne, elle prend un mois. Il n'y a pas d'autre rémunération à côté à part les dons de produits que vous allez faire. Et en fait, je signais mon deal en même pas une semaine. Et donc, j'ai signé mes 30 000 € comme ça, d'avril-mai 2016 à décembre. On a fait 30 000 €. Et ensuite, on a fini notre mémoire, on l'a présenté. Janvier 2017, on n'était plus étudiant. Et là, on a fait 340 000 € de chiffre d'affaires l'année d'après, on a fait x10. Et on est parti sur du SaaS. Donc là, on facturait plus de la campagne, on facturait un abonnement annuel. Et avec cet abonnement-là, il y avait des influenceurs en illimité. Et donc, on pouvait offrir autant de produits qu'on le souhaitait. C'était possible avec la plateforme. Et pourquoi on a fait ça? Pour deux raisons. La première des raisons, c'est que plus on avait d'influenceurs qui postulaient, plus nous on était visibles. Et chaque influenceur devait mettre produit reçu par Ivancy gratuitement. Et donc, tous les influenceurs voyaient ça. Et donc, ils disaient, mais c'est quoi Ivancy? Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais on ne comprend pas. Et donc, on gagnait énormément d'abonnés et d'influenceurs sur notre plateforme grâce aux marques qui offraient des produits. Donc, les marques faisaient notre communication à nous gratuitement. Et c'était incroyable. C'est le send from iPhone, là, envoyé depuis un iPhone, mais version Ivancy, en fait, c'est ça. C'est ça, exactement, c'est ça. C'est énorme. Oui, ça crée de la viralité, etc. Et vous, de toute façon, ce qui avait de la valeur... Bon, bien évidemment qu'il y a la technologie qui facilite tout ça, mais ce qui a aussi de la valeur, c'est votre pool d'influenceurs. Et donc, à partir de ce moment-là, voilà, toutes les marques, elles se disaient, il faut que je passe par Ivancy. Bah, exactement, parce que de toute façon, tous les influenceurs étaient chez nous. En tout cas, entre 0 et 200 000 abonnés, la majorité était chez nous. Ils avaient déjà réalisé des campagnes, donc il y avait un système de notation, ils avaient des étoiles, donc les marques pouvaient être rassurées par rapport au type de partenariat qu'on réalisait. Donc voilà, plus on faisait de campagnes, plus on était crédible. En plus, on gérait la logistique pour les marques. Donc on disait, mais vous n'avez même plus besoin d'envoyer les produits, de faire les cartons, on le fait pour vous. Vous envoyez votre stock à l'entrepôt, on gère tout pour vous, vous en occupez pas. C'était incroyable en argument de vente. Et ouais, on a eu une croissance hyper rapide. Et donc, outbound, donc j'imagine équipe sales bien staffée, avec des bonnes pratiques, voilà, scriptées, machin, truc. Là, sur les, tu disais 130 personnes au moment de la revente, c'est ça, hein? Ouais, on était 130 à la fin. Combien de sales? En SDR, on avait 25. On avait à peu près une dizaine de comptes exécutifs. Et ensuite, on avait des sales ops. On était entre 35 et 40 si tout le monde confondu, tout pays confondu. Donc, la moitié du headcount, globalement, c'était dédié au sales? Un tiers, ouais. Un tiers. Ok. Très bien. Et le reste de l'équipe, c'était quoi? Le reste de l'équipe, tu avais une quinzaine de développeurs, équipe produit, tu avais une équipe marketing d'une dizaine de personnes, tu avais une très grande équipe CSM et support, parce que il fallait gérer le B2B et le B2C. Donc le côté support sur j'ai pas eu mon produit, il est arrivé cassé, j'aime pas le produit que j'ai reçu. On avait un support monstre à gérer. Et en plus dans plusieurs langues, parce qu'on gérait des campagnes d'influence dans son pays. On a signé des marques en Arabie Saoudite, on a fait des campagnes en Russie, on a fait des campagnes aux US, mais vraiment dans le monde entier. Et donc il fallait gérer cette plateforme logistique-là également dans le monde entier, parce qu'on en avait plusieurs, et également le côté produit. Ok. Donc, c'est quoi pour toi un peu les éléments qui ont... Bon, bien évidemment qu'il y a une traction de marché qui est évidente et qui crée, qui pousse la boîte et qui crée cette croissance. Mais moi, ça m'intéresse de savoir comment toi, tu as géré, c'est quoi les différentes étapes clés en interne qui ont permis d'encaisser ça? Parce que derrière, il faut encaisser quand même. Ouais, c'est vrai, il faut encaisser, ouais. Non, mais tu vois, et donc le truc, c'est comment tu arrives, parce que tu as la croissance de l'équipe et tu as l'international. Donc, pour toi, c'est quoi les différentes étapes clés sur lesquelles tu penses que tu as fait les choses dans l'ordre, ou si c'était à refaire, tu le ferais différemment? Tu vois un peu, c'est quoi le playbook? Ouais, c'est une bonne question. On a super bien staffé les managers. Donc assez rapidement, j'ai mis du mid-management. Et ça m'a permis de bien déléguer aux bonnes personnes compétentes qui pouvaient avancer sur leur sujet. On a testé l'international hyper rapidement. La boîte, elle avait 2 ans. Et au bout de 2 ans, j'ai pris des sales en Espagne, en Allemagne, alors qu'on n'avait pas vraiment beaucoup de budget. On était en France, on faisait même pas encore énormément de chiffres en France. Je dis, vas-y, on lance l'international. Donc peut-être un poil trop tôt, mais ça m'a permis d'apprendre également aussi rapidement.
Mais si c'était à refaire, tu le ferais plus tard? Non, je le referai de la même façon. Parce qu'en fait, j'ai pu apprendre assez rapidement comment fonctionne l'international, c'est quoi les pains, comment on adapte un pricing, comment on adapte un pitch, c'est quoi la façon dont on vend à des Espagnols ou à des Allemands, qu'est-ce que eux ils attendent dans le pitch commercial. J'ai appris énormément de choses. Et en fait, quand j'ai signé les premiers deals, ce que j'ai appris également, c'est qu'assez rapidement, je devais mettre les personnes sur place. Et donc, quand on a signé en Allemagne et en Espagne, on était à 8 000 € d'MRR, donc 8 000 € d'abonnement. Et ben là, j'ai poussé, je leur ai dit, on monte les bureaux sur place. Et donc là, on a commencé à recruter les équipes. On était à Cologne en Allemagne et à Madrid en Espagne. Et ça allait très vite à l'international avec les bons country managers que j'ai mis en place, donc qui ont su gérer l'hypercroissance. Mais si je devais retenir un vrai succès, c'est les people. Parce qu'en fait, une boîte, tout le monde peut la monter en soi. Tout le monde peut copier un pricing, tout le monde peut faire une levée de fonds, tout le monde peut copier un produit. La seule chose que tu copies pas, c'est tes people. Et donc, la seule chose pour laquelle je ne dois pas me rater, en tout cas moi en tant que CEO, c'est le recrutement des personnes, les 100 premiers talents. Et on a bien recruté. Et c'est ce qui nous a permis vraiment d'accélérer en tout cas le business. Tu dirais que toi, en tant que CEO, dans cette période d'hypercroissance, comment est-ce que ton poste il a évolué? Il évoluait tous les jours. Pour commencer, en fait, on était deux avec Sylvain. Donc, moi, je gérais la partie commerciale. Sylvain, il gérait la partie CSM, la partie onboarding des clients et gestion des clients. Une fois que la boîte elle a un peu grossi, Sylvain il a géré la finance, il a géré la partie RH, donc les fiches de paye avec Payfit. Il gérait également le côté support, customer success. Voilà, bon, vraiment l'après-vente et l'administratif. Et moi, je me concentrais sur la signature de compte et j'essayais de monter crescendo. Donc, j'ai commencé par des petites campagnes à 500 €, comme je te le disais. Je suis monté très rapidement sur des contrats à 12 000 €, 50 000 € et même 150 000 € au bout d'un an. Donc, ça allait très, très vite. Et quand on a commencé en fait à faire 300 000, 350 000 € de chiffre d'affaires, j'étais le seul commercial qui vendait. Et là, on s'est dit que c'est bien, mais c'est pas scalable. Je commençais à me fatiguer parce que gérer la boîte, les recrutements, les levées de fonds, plus l'école, ça devenait fatigant. Et donc, on m'a dit, mais écoute, les business angels que j'avais au capital, ils m'ont dit, Dorian, c'est bien, tu signes, tu as un bon sales, mais c'est pas ce qu'on attend de toi. En tout cas, pas que ça. Et donc, je leur ai dit, ok, je vais monter une équipe commerciale. J'ai recruté 2 commerciaux juniors et en parallèle, j'ai recruté mon head of sales, Vincent, qui m'a rejoint dès le début de l'aventure quand on était à 350 000 € de chiffre d'affaires. Et c'était un ancien de Rocket Internet qui a monté sa boîte, qui a déjà levé des fonds. Et il est venu, il a bâti mon équipe commerciale et il a permis de la scale. Et ça fait la différence. Parce que moi, j'ai pu après me poser sur la structuration en général de la boîte et j'avais vraiment un bras droit sur la partie commerciale qui avait faim, qui avait envie, qui avait des bonnes connaissances sales. Et en fait, il m'a rejoint pile poil au bon moment. Et surtout que moi, j'avais pas la patience pour former les commerciaux. Parce que j'aime bien vendre, mais j'avais pas la patience pour les former. Et donc lui, il a joué ce rôle-là. Donc toi, tu passes de commercial à vraiment du management. Ouais, exactement, c'est ça. Mais toi, le management que tu fais, du coup, ok, tu pilotes parce que du coup, tu as un head of sales. Donc toi, du coup, j'ai un head of sales, ouais. Donc toi, vu qu'il y a quelqu'un qui gère cette partie-là, tu manages quoi globalement, la croissance d'une manière générale? Ouais, à ce moment-là, on avait donc du support. Donc on monte une équipe CSM en parallèle, donc on avait support et CSM. Ensuite, on avait du marketing, donc il y a une CMO que je manage aussi en parallèle. Il y avait une personne qui manageait les customer success et le support que je gère également. Donc là, je commence à manager les managers. Donc j'avais à peu près 4-5 personnes que je devais manager au quotidien. Il y avait le CTO également que je manageais. Et donc de fil en aiguille, j'ai plus toutes les personnes en direct parce qu'à ce moment-là, on était une vingtaine, avec pas mal de stagiaires également dans la boîte. Mais je passe manager de manager. Ouais. Et ce qui était plus intéressant pour moi, est ce que je préférais faire. Ouais, t'as kiffé? Ouais, et c'est beaucoup plus sympa. Okay. La problématique, c'est quand tu as beaucoup de juniors dans ta boîte, des alternants ou des stagiaires, il faut être pédagogue, il faut prendre le temps. Oui. Il faut être aussi également bon dans tous les domaines, ce qui n'était pas mon cas parce que je sortais d'études. Donc je ne pouvais pas vraiment être leur coach sur tous les domaines parce que j'apprenais en même temps qu'eux. Donc sur la partie commerciale, c'était plus facile pour moi, mais j'étais pas assez patient. Et donc je me suis dit, sur les lacunes que j'ai, je vais mettre des personnes qu'elles puissent le gérer, mais il faut que je trouve les bonnes personnes pour réussir à le faire. Et donc comment on fait pour trouver les bonnes personnes? Super bonne question. Pas facile, hein. C'est pas facile de trouver les bonnes personnes. Plusieurs choses, plusieurs étapes. Première des étapes, tu rencontres la personne et quand tu la rencontres, tu te poses la question, c'est est-ce que tu dois prendre un café avec cette personne-là à nouveau? Est-ce que tu dois prendre un déj? Si la réponse est non, faut pas la recruter. Mais ça va dans les deux sens. Si la personne elle s'assoit avec moi, elle dit Dorian, je l'aime pas, il me rejoint pas quoi. Ouais. Donc ça va vraiment dans les deux sens.
Ensuite, tu peux lui faire faire une étude de cas pour voir un peu sa réflexion, son potentiel, la manière dont la personne elle réfléchit et lui faire présenter son étude de cas, surtout sur des postes managériels, tu vois, pour comprendre vraiment en fait la philosophie qu'ils peuvent avoir et jusqu'où ils peuvent aller. Tu essaies d'identifier leur potentiel. Tu vas faire un team fit, donc tu vas les présenter à d'autres personnes de la boîte pour voir est-ce qu'il y a un fit avec les autres personnes. Parce que si toi tu fit avec, mais ça fit pas avec les autres personnes, bah, c'est problématique. Tu passes quand même 70% on va dire de ton temps au travail si tu matches pas avec les personnes avec qui tu as envie de bosser, c'est problématique. Et donc en fait, tu as différentes étapes et ça me permettait d'éviter les risques. Alors tu n'évites pas les risques à 100%, mais ça me permettait de les éviter. Et donc c'est ce qui m'a permis de recruter les bonnes personnes. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, tu vois, tu disais, donc c'est ton head of sales qui avait fait requête internet, etc. Ouais. etc. Bon, ça c'est top profil, très recherché par des boîtes, etc. Comment tu arrives à attirer ce type de profil? Comment ce type de profil peut se dire, putain, c'est vrai qu'Ivancy, ça peut être une bonne opportunité pour moi? Ouais, c'est super bonne question parce qu'en plus à 350 000 € de chiffre d'affaires, t'es pas trop connu. Comment on s'est connu avec Vincent? On était dans le même incubateur. Ok. Parce que nous, on mangeait à tous les râteliers avec Ivancy. On a fait tous les incubateurs. On avait fait LVMH et Station F. On a fait TF1 et Numa. On a fait la Blue Factory de l'USCP. On a fait Paris Soleil. On a fait Showroom Privé. Franchement, on les a tous Ah ouais, fait. vous les avez tous fait. En même temps, quasiment. On a mangé à tous les râteliers. Et quand on était chez Showroom Privé, en fait, on était dans le même incubateur. On était à Saint-Denis et il y avait une dizaine de startups. Et je me rappelle que Vincent, il avait sa propre boîte. C'était 2 cofondateurs sur le secteur fashion. Et ils ont fermé. Donc, ils avaient levé des fonds, mais ils se sont rendus compte que le business model n'était pas scalable, c'est très compliqué. Ils ont fermé la société. Et donc, je contacte Vincent et je dis écoute, Vincent, là, je cherche un directeur commercial. Est-ce que tu en connais un? Quand je lui ai posé la question, c'était en gros est-ce que toi, t'es intéressé? Il y avait un message subliminal qui était derrière. Et Vincent, il me dit écoute, Dorian, moi maintenant je suis ouvert, hein, comme tu as pu le voir, je suis plus dans ma société, viens on discute. On se rencontre, on discute et on négocie ensemble et on se donne le go assez rapidement. Parce qu'on se connaissait, parce qu'il me connaissait en tant qu'entrepreneur, donc il me voyait charbonner, il me voyait faire du sales, il voyait que j'avais faim et il voyait la boîte se développer parce qu'il était dans les mêmes bureaux que nous. Et donc je pense que ça a été assez facile de le recruter parce qu'on était dans le même bureau et il nous voyait travailler comme des chiens. Si ce n'était pas le cas, ça aurait été très difficile de recruter des top players. Mais c'est super important. C'est super important d'avoir des personnes qui tiennent la route et qui vont t'aider à scale. Je dis pas qu'avec des juniors c'est pas possible, mais ça prend plus de temps. Bien sûr. Il faut les former. Alors que là, j'avais un profil qui avait déjà travaillé en société, à l'international, qui avait monté sa boîte. Dans une bonne école qui est Rocket Internet. Dans une bonne école qui est Rocket Internet, la tête bien faite, qui a géré une 50aine de commerciaux en Afrique. Ouais, il avait cette capacité managériale. Ouais, là tu es tombé sur une pépite un peu comme ça parce que vous étiez ensemble. Ouais, non, exactement. C'est top. Mais après, il faut provoquer la chance parce que tu vois, je l'ai su, je l'ai contacté. Il faut provoquer sa chance. Il faut y aller quoi, au culot. Et il t'a vu charbonner. Il m'a vu charbonner. Non, mais tu vois, en fait, c'est quand même un truc, c'est. On est. Tu sais, il y a ce truc un peu de les gens inspirants. Mais en fait. Tu vois, les gens inspirants, c'est des gens que tu vois charbonner, en fait. Tu vois, c'est des gens que tu vois, ils font des efforts, ils se battent, ils croient en ce qu'ils font, etc., etc. Et en fait, c'est ça qui crée l'inspiration, tu vois. Et je pense que, effectivement, t'attires pas ce type de profil juste avec ton idée géniale. Il faut que tu leur montres que, non, mais derrière, ça délivre, en fait. Il faut que tu leur donnes des ambitions. Bah oui. Et tu vois, quand on s'est vu, il me dit mais Dorian, parce qu'il m'a posé plein de questions. Moi, je peux aller travailler dans des grands groupes ou dans des belles scale-up pour remonter une boîte. Pourquoi je te rejoindrais? Je dis t'as vu la croissance qu'on a, notre capacité de travail. Regarde, on a des bons éléments dans la boîte parce qu'on avait quand même une belle équipe technique également. On avait un bon CTO qui avait fait une bonne école. Voilà, on avait une belle équipe. Et je dis on a tout pour faire un succès. L'ambition qu'on a, c'est de faire une licorne. Rejoins-nous. On regarde l'influence marketing. Cette boîte-là s'est fait racheter par Google plusieurs dizaines de millions au bout de 2 ans et demi. On a tout pour faire un carton. Et donc, je lui ai vendu aussi une vision et une envie. Et donc, quand toi, tu y crois, généralement, tu arrives à embarquer les top talents avec toi. Ouais. L'international, tu as un peu expliqué comment tu t'y étais pris. Donc, effectivement, tu vois que tu arrives à vendre 1 ou 2 comptes dans un pays. Non, c'est mis sur place. Et du coup, tu te dis, allez, vas-y, c'est le moment de développer. Donc, tu recrutes des locaux. Exactement. Mais tu parles pas la langue. Non. Du coup, tu fais comment?
Alors, du coup, au début, je recrutais des Espagnols qui parlaient français. Et tu vois, il y a une anecdote qui est hyper marrante. José, c'était mon country manager en Espagne. Incroyable. Incroyable, top talent. Pour moi, c'était un de mes meilleurs salariés. Je l'adore. Déjà, humainement parlant, il est génial. Un très très bon commercial et un très très bon manager. Et humainement parlant, il est génial. Tout simplement, il est génial. Et en fait, José, il arrive en entretien parce que je recrutais un commercial. Et j'avais Anna, qui était la première commerciale qui venait de partir chez Made.com, qui avait testé pendant plusieurs mois, ça n'avait pas fonctionné. Et donc, il arrive et Vincent, il me dit, écoute, Dorian, donc le directeur commercial, j'ai un profil à te présenter. Écoute, il parle pas très bien français, il parle pas anglais, mais il est incroyable. Et je dis ok, ok, présente-le-moi. Et il rigole, il me le présente. Et donc José, il arrive en entretien. En plus, c'était en été, il faisait hyper chaud. Et il vient, il est transpiré, c'était compliqué. On se met dans la salle, on fait l'entretien. Je comprends pas un mot de ce qu'il me raconte pendant 1 heure. Pas un mot. Vraiment, je comprenais rien du tout. Et en fait, il avait tellement envie, et ça se voyait, il avait travaillé une présentation avec notre image de marque, avec des cas clients, avec comment il allait le vendre. Je comprenais parce que je voyais les slides, mais dans ses explications, je ne comprenais que dalle, rien du tout. Et à la fin de l'entretien, je dis à Vincent, écoute, j'ai rien compris et on va le prendre. Et on l'a pris, et donc il est passé de commercial à directeur Espagne, directeur Iberia, Espagne, Portugal, à manager une 50aine de personnes et plus de 2 millions de chiffre d'affaires, 2,5 millions de chiffre d'affaires. Incroyable. Ouais. Incroyable. Oui, donc là, t'as senti l'énergie, l'envie, machin, et en fait, let's go, quoi. Ouais, mais il n'avait pas d'expérience dans le SaaS. C'est-à-dire qu'il avait une expérience en tant que gestionnaire de boîte de nuit en Espagne. Ensuite, il était en France, il a travaillé dans une structure, une boulangerie. Et finalement, il arrive en entretien. Et je me dis, mais lui, il est incroyable. Il a envie, il était motivé, il était punchy. J'ai senti en lui l'envie de réussir. Ouais. Et je me suis dit, ce gars-là, il nous le faut. Ouais, il le faut dans ma team, quoi. Ah, il le faut dans la team. Je comprends rien, mais il le faut. Et il a été incroyable. Ok. Donc, tu lances l'Espagne, tu identifies cette personne, du coup, tu l'identifies parce que tu es capable de communiquer en français avec la personne, etc., etc. Mais après, du coup, j'imagine que typiquement sur l'Allemagne, c'est à ce moment-là où tu as aussi une couche de management avec des RH qui peut potentiellement ouvrir, etc. C'est ça ? Même pas. Parce que, pareil, Yannick était le country manager Allemagne d'Ivancy. C'était le premier sales. Il a signé des deals. Je lui ai recruté des personnes dans son équipe. Il est devenu country manager. En fait, les deux ont commencé par commercial. Et une fois qu'ils ont été bons, qu'ils ont signé des deals et que j'ai mis des personnes sous eux, ils sont passés managers. Mais du coup, ça, c'était une personne qui savait parler allemand, du coup. Yannick parlait allemand parce qu'il était allemand. Et il parlait français. D'accord. Aussi. Oui. Donc, il parlait les deux. Ouais. Et anglais. En l'occurrence, Yannick parlait très bien anglais. Okay. Et donc, ça s'est fait comme ça. Et après, j'ai mis les personnes sur place avec des bureaux. Donc là, j'ai commencé à structurer, mais on n'avait pas encore la RH chez nous. Okay. Donc on était déjà présent sur place, mais on n'avait pas encore l'équipe RH. Et tu dirais que c'est quoi les plus gros challenges, tu vois, les trucs, les coups durs de la croissance ? T'en as tellement. On a changé 4 fois de CTO. Donc ça, c'était hyper compliqué. Parce que pour différentes étapes, différentes envies des CTO, certains qui voulaient plus être dans le code que dans la partie managériale, qu'on a gardé également en interne. Mais en tout cas, il y a eu du changement. Donc ça, c'était hyper compliqué. La structure managériale est changée parfois certains managers parce qu'il n'y a plus forcément le niveau. Donc ça, c'était complexe. L'international, comment structurer une équipe à l'international, combien d'allers-retours il faut faire, combien de fois tu vas les voir. Ça, c'était compliqué également. Les levées de fonds, parce qu'en fait, on avait une croissance hyper forte, mais on a levé 6,5 millions entre le dilutif et le non dilutif. Avec la croissance qu'on avait, on aurait pu lever beaucoup plus, mais l'influence marketing n'était pas sexy pour les VC. C'était pas un secteur où les VC se disaient ah ouais, incroyable, l'influence marketing. On était plutôt sur des boîtes data, des boîtes RH, des boîtes finance, mais pas sur de l'influence. Et donc, c'était compliqué aussi à lever des fonds avec des beaux VC. Donc, on a réussi à le faire. Mais franchement, avec la trajectoire qu'on avait sur un autre secteur d'activité, on aurait dû lever beaucoup plus. Donc ça, c'était complexe. Vous aviez quand même cette petite brique SaaS qui peut attirer un petit peu les invests. On avait quand même cette brique SaaS qui pouvait attirer parce qu'on vendait de l'abonnement annuel, on était sur campagne limitée, il n'y avait pas d'interaction directement avec les équipes parce que l'équipe avait un produit qu'elles utilisaient au quotidien. Donc on avait un service support mais ils étaient autonomes sur la plateforme. Donc on avait cet aspect, on va dire, plateforme, product-led. Mais tu n'avais pas de système de paiement en ligne sur du vrai product-led grosse.
tu avais quand même un onboarding qui durait bien 2 heures pour onboarder le client dessus. Voilà, en tout cas, tu avais certaines étapes humaines en tout cas qui étaient dans notre produit. Mais ouais, donc tu as eu énormément de problématiques à gérer dans la vie de la boîte. Comment nous, on se repositionne en tant que cofondateur. Tu m'as posé la question, mais tu as un changement de mission au quotidien. Mon rôle de CEO n'était pas le même à 10, à 25, à 50, à 100 et voire plus. Je n'ai pas eu les mêmes missions. Tu vois, pour moi, maintenant, le rôle d'un CEO, en tout cas à une étape, quand tu dépasses les 25, 30, quand tu as du mid-management que tu commences à mettre en place, c'est les personnes que tu recrutes, la vision que tu donnes à ton équipe, la culture d'entreprise que tu veux, et tu vas aller chercher des beaux deals pour montrer une croissance à ta boîte, quoi. Oui. Tu vois, moi, ça, c'est mon focus. Mais ouais, on a eu des tas de problématiques. Franchement, je pense qu'on pourrait passer le podcast juste à parler de problématiques. Oui, bah ça, j'imagine. J'imagine. Ouais. Et donc après, si on avance, tu pars en roadshow pour faire une nouvelle levée. Ouais. Et finalement, on vend. Ouais, on fait l'exit. Donc vas-y, raconte. Donc, tu pars en roadshow et donc en fait, c'est via le roadshow que tu te mets à avoir une opportunité de rachat. Ouais, c'est ça. 2020, janvier 2020, on a fait une levée de fonds. Donc on a fait une levée de fonds. Covid arrive, les investisseurs nous disent attention, Covid, cash is king, attention au cash. On se dit ok, mais on vient de lever des fonds, donc il faut quand même qu'on dépense notre argent. Et assez rapidement, je leur dis écoutez, nous on n'a pas grand risque. Pourquoi ? Parce que les influenceurs passent de plus en plus de temps sur les réseaux. Bah ouais. Et les personnes passaient, même en général, pas que les influenceurs, 6 heures par jour sur les réseaux. Bah oui. Et donc je leur dis nous on va avoir une accélération du business. Les marques ont coupé tous les budgets communication, mais pas les budgets influence. Bah ouais. Et donc, on arrive à faire de l'upsell sur des grands comptes, comme L'Oréal, Estée Lauder ou autre. Et donc, là, je leur dis, écoutez, incroyable, on va racheter une boîte. Ils me disent, mais attends, il y a le Covid, tu veux racheter une boîte, on ne sait pas ce qui va se passer, tu veux cramer plus de cash. Et je leur dis, écoutez, il y a une opportunité. Cette boîte-là avait levé 1,8 million. Elle est dans un mauvais état d'un point de vue financier. Il y a une opportunité de la racheter pour pas grand-chose. On y va. Et ils me disent, mais est-ce que tu es sûr ? Donc, ils me demandent de faire des BP, de faire des plans. Donc, je le fais. On y va. Et on la gagne au tribunal du commerce. Je la gagne face à un grand groupe. Donc, je suis super content. C'était qui la boîte ? C'était Lucette ? C'était Lucette. Donc, je gagne Lucette. Et là, j'intègre ces 6 personnes, plus une personne en freelance, donc les 7 personnes, dans ma boîte. Et donc, je rachète l'image de marque, je rachète le produit, mais je ne rachète pas le chiffre d'affaires. Mais je rachète, il y avait la base de clients, les assets, les clients existants. J'arrive à signer ces clients avec le build-up. Et donc, je fais du cross-sell sur les avis. Parce que Lucette, donc, on générait avec 250 000 consommatrices, principalement des consommatrices, on générait des avis sur les sites e-commerce. Je fais mon cross-sell, grosse accélération de la boîte en 2020. 2021, je me dis, je vais faire une nouvelle levée de fonds. Je vais aller lever entre 10 et 20 millions d'euros avec des investisseurs, avec des fonds. Donc, je pars en roadshow en février-mars 2021. Et en avril, donc même pas un mois après, je reçois une proposition de rachat d'un fonds américain qui s'appelle PSG. Et en fait, le fonds me contacte d'abord. Il me dit écoute, Dorian, là, on est un fonds américain. On a un hub en Angleterre, à Londres. Par contre, on est de passage sur Paris. Est-ce que tu veux qu'on se rencontre ? J'en parle avec mon leveur de fonds. Et je lui dis écoute, il s'appelle Romain. Je dis écoute, Romain, qu'est-ce que tu en penses ? Il me dit ça vaut le coup que tu les rencontres, que tu discutes avec. Je dis mais on n'est pas à vendre. Et il me dit ça vaut le coup que tu discutes avec. Il te propose de te rencontrer. Dis pas non, tu es en roadshow. Je rencontre le fonds. Ils viennent à Paris, on fait 1 heure et je leur explique ma vision. Je leur dis écoutez, je ne suis pas à vendre. Voilà ma vision, je vais lever des fonds et je vais manger le marché. Je vais gagner avec cette levée de fonds-là et je vais être la plateforme référente dans le monde de l'influence marketing. Et ils me disent mais écoute, nous, on a investi là 125 millions dans une boîte, elle s'appelle Skippers. C'est un beau groupe, on fait du build-up, on rachète des boîtes et notre but c'est d'aller sur l'influence marketing également. Je pense qu'il faudrait que tu rencontres le CEO du groupe. Et je dis bah écoute avec plaisir, pourquoi pas, hein, c'est un marché, vous êtes sur un marché similaire, pour l'instant il n'était pas encore sur l'influence, faites-moi l'intro. Il me fait l'introduction et là je rencontre Olivier, une 50aine d'années, super bon fit. Et je lui explique ma vision, je lui présente mon deck de levée de fonds et il me dit écoute Dorian, on a la même vision, moi j'ai plus de moyens que toi, ce que je te propose c'est de te racheter et ensemble on va monter une pépite. Et je dis, qui t'a racheté, sur quel type de valorisation, comment ça fonctionne. Et là, il me dit, voilà, on a racheté Tister, on a racheté Mediatek CX, MyFeedback, on a racheté Lumpkey, on va racheter plein d'autres sociétés. Et tu fais partie, en tout cas, de ces boîtes-là. On est en train de racheter Advalo. Est-ce que ça t'intéresse ? Je dis, écoute, moi, j'ai plusieurs conditions. 1, la valo.
2, earn-out ou pas. 3, la reprise de mes salariés. Donc, c'était mes 3 conditions. On discute, on se met d'accord. C'était pas long. C'était le même call. On discute, on se met d'accord. Et en fait, il me donne une valo. Je dis sur cette valo-là, je vends pas. Je lui donne une valo. Il me dit sur cette valo-là, je t'achète pas. et donc, on se met d'accord sur la valo, reprise des salariés, pas d'earn-out. C'est-à-dire le lendemain de l'acquisition de la boîte, je pouvais partir. Et on se dit, allez, let's go. Let's go, on y va. Et donc là, je rejoins Skippers. Et ce qui était hyper marrant, c'est qu'ils ont racheté Octoly, qui était mon plus gros concurrent, en même temps qu'Ivancy. Et donc, en fait, Eli et moi, donc le CEO d'Octoly, on discutait ensemble pour comment merge les 2 boîtes dans Skippers. Ah, c'est C'était énorme. incroyable. Ah, c'est énorme. Ouais, c'était incroyable. Mais Octoly, ils étaient aussi gros que vous? Octoly, c'était aussi gros que nous, mais aux US. Ouais. Et donc, il y a un point aussi qu'on n'a pas mentionné, mais toi, cette levée, tu étais en train de te dire, c'est aussi ce qui va pouvoir me permettre d'aller attaquer les US. Exactement. Donc, ok. Là, donc Skippers Group international, donc qui peut déployer Ivancy aux US. Du coup, merge avec Octoly, donc en fait, tu as déjà une présence aux US parce que en fait, il y a le merge. Exactement. Okay. Et donc, ce moment de merge, donc toi, tu te mets à collaborer en fait avec ton concurrent. Exactement. Alors, on se connaissait déjà avec Eli. Okay. Parce que quand j'allais faire ma levée de fonds, je voulais racheter Octoly. Donc, je voulais racheter Octoly, mais en fait, il coûtait trop cher et c'était assez problématique et donc, parce que je ne pouvais pas le racheter. Ou je devais mettre l'intégralité, en tout cas, de ce que j'allais réussir à lever pour le racheter. Et je me suis dit, bon, ça va être complexe. Et donc, on est resté proche avec Eli à échanger. Et finalement, le fonds, la PSG, avec Skippers, nous propose de nous racheter tous les deux. Et on se dit, c'est parfait. Deal parfait, nous, on est leader en Europe, vous êtes leader aux US. On crée le leader international de l'influence marketing sur la micro-influence et on regroupe les deux. Tu as le droit de communiquer sur la valo de rachat ? Non. Ok. C'est dans mon SPI. Mais j'aimerais bien. Non, parce que ça nous mettrait en avant aussi. Non, mais il n'y a pas de galère. Mais en tout cas, tu as touché beaucoup d'argent. Ouais, j'ai eu la chance de toucher beaucoup d'argent. Voilà. Tu as touché beaucoup d'argent, suffisamment d'argent, j'imagine, pour pouvoir te dire, si tu veux, t'arrêtes de bosser jusqu'à la fin de ta vie. Ouais. On a gagné, Sylvain et moi, chacun plusieurs millions chacun. Voilà. Donc, question un peu perso, mais ouais. je trouve que c'est une question assez intéressante parce que je pense que c'est une question qu'on n'ose pas poser aux gens. Voilà, mais ok, du jour au lendemain, tu viens de vendre ta boîte que tu as vendue, que tu as créée au moment de tes études. C'est genre ta première vraie expérience professionnelle. Combien d'années plus tard tu as vendu ? 5 ans. 5 ans plus tard, voilà. Tu vois, 5 ans, tu vends cette boîte, tu as vécu la trajectoire de dingue. Tu touches un énorme chèque, t'as pas d'earn-out. Il se passe quoi dans ta tête ? T'as peur. Ah ouais ? Ouais, t'as peur. En fait, si tu veux, moi je viens d'une famille modeste, dans une petite ville, ça s'appelle Bérennes-les-Forbach, est de la France. C'était un secteur minier. Grands-parents qui viennent de l'international, étrangers, tu vois, qui arrivent en France pour travailler. Mes parents ouvriers. Et en fait, si tu veux, j'ai pas baigné dans l'argent. Donc, quand t'es famille modeste, alors je manquais de rien par contre, hein, mais voilà, j'étais pas blindé. Et en fait, quand t'évolues dans ce milieu-là et du jour au lendemain, t'as énormément d'argent, déjà t'as peur de le perdre après. Première des choses. T'as peur de le mal investir. Et oui, puis t'attires les vautours à ce moment-là. Même pas, franchement. Ah ouais ? Non, parce qu'après, j'ai gardé le même cercle d'amis. Sinon, j'ai les entrepreneurs que je côtoie qui ont la chance également d'avoir gagné beaucoup d'argent aussi. Je suis resté terre à terre, tu vois, je m'étale pas non plus dessus. Non, mais ce que je veux dire par les vautours, tu vois, même moi, j'imagine les conseillers financiers qui se mettent d'un coup à sortir du bois en mode j'ai des opportunités d'investissement pour toi. Puis en fait, tu vois. Ouais, ça, t'en as beaucoup, mais je le vois même pas comme des vautours. Parce ok. Ouais, moi, ce que je me dis, c'est qu'ils font leur travail. Ils viennent me voir, ils me proposent des choses que ça m'intéresse ou pas. Bon, c'est normal qu'ils me contactent, c'est leur métier. Ok, fair. Et bon, finalement, je suis pas allé travailler avec des gestionnaires privés ou autres parce que je l'ai fait en solo. Mais j'ai eu la chance d'avoir des amis proches, des bons business angels de confiance qui m'ont aiguillé, qui m'ont aidé, des coachs, tu vois, qui m'ont appris comment tu gères ton argent. Mais la première des choses, c'est que j'ai eu peur. Alors déjà, c'était incroyable parce que j'ai gagné l'argent le jour où je faisais 31 ans. Tu vois.
incroyable. J'étais trop content, mais je me suis dit, bah, qu'est-ce que j'en fais? Donc j'ai fait une donation à ma famille, j'ai investi dans des startups, dans des fonds, tu vois, après dans l'immobilier. Mais j'ai fait étape par étape, Ouais. tu vois, et j'ai pris un peu de T'as temps. pas flambé? Même pas encore aujourd'hui. Ah ouais, ok. Non, le seul plaisir que je me suis fait, alors c'est super bon plaisir, tu vois, mais je me suis fait, là je me suis acheté une maison secondaire, hyper sympa, en Normandie, mais j'ai pas fait de gros kiff, tu Ouais. vois, pas encore. Parce que en fait, ce que je me suis dit, alors déjà, je suis pas de nature très dépensière, alors j'aime bien les belles choses, mais je fais attention, et je me suis dit, avant de me faire plaisir, je vais investir intelligemment. À partir du moment où j'ai investi intelligemment, je me ferai kiffer. Et voilà, donc là, ça fait un peu plus de 2 ans, mais j'ai toujours pas flambé. Mais ça va venir, je vais flamber un petit peu. T'as investi dans ta nouvelle boîte. J'ai investi aussi dans ma nouvelle boîte. Bah voilà, tu vois, c'est quand même Ouais. pas rien. Donc voilà, t'as investi intelligemment et en plus de ça, dans le Oui, développement mais d'une c'est- nouvelle boîte, tu vois. Oui, mais c'est pas c'est comment dire, c'est pas un investissement kiff, c'est un investissement pour Non, moi bien sûr, patrimonial, bien sûr, financier. Bien sûr, bien sûr. Oui, mais c'est aussi ce qui retarde le moment où tu vas investir dans du kiff, quoi. C'est que Oui. bah, là, t'es investi dans un autre truc. Là, t'as une nouvelle mission, quoi. Ah ouais, là j'ai une nouvelle mission encore plus forte. Donc, Mais, et donc, ok, il se passe ça, très bien. Et t'y retournes. j'y retourne. T'y retournes. Et donc, comment ça se fait? On en a un peu parlé en off, mais c'est quoi le truc où tu te dis déjà, ça a été rapide. Ouais, retournes. 5-6 mois après. Voilà, 5-6 mois. Mm. T'y retournes 5-6 mois plus tard. Et à ce moment-là, c'est quoi les éléments qui motivent, quoi? Ouais. Plusieurs choses. Première des choses, j'ai monté une belle boîte que j'ai bien revendue, mais j'ai pas fait de licorne. Et ça m'énerve. Ah ouais? Ouais. Et ça Ah ouais, m'énerve d'accord. parce que. T'es attaché au symbole. Alors, je suis attaché à dépasser le milliard de valo et les 100 millions d'ARR. Ok. Ça, c'est ce que je veux. Et en fait, je me dis, si je me relance, je veux monter une des plus grosses boîtes au monde. Dans un secteur d'activité, je veux révolutionner quelque chose. Ok. Je ne l'ai pas fait jusqu'à aujourd'hui et je veux le faire. La deuxième des choses, on s'est fait acheter par des Américains. Donc c'est génial, on a eu la chance de gagner beaucoup d'argent. Mais j'aimerais bien qu'une société française aille conquérir les États-Unis aussi et réussir sur leur marché. Et que moi, je rachète une boîte américaine. Donc ça, j'aimerais bien. Donc c'est par ego. La troisième des choses, c'est que l'influence marketing, j'aimais pas. J'aimais pas ce que je faisais. Moi, j'ai jamais été. Alors là, je suis bien présent sur LinkedIn, mais c'est pas une passion pour moi les réseaux sociaux. Et donc je me dis, ce serait pas mal que je monte une boîte dans un secteur d'activité que j'adore. Et donc j'ai réfléchi à différents sujets. Et je suis passionné de sales. J'adore signer des comptes. J'adore voir la croissance du MRR. J'adore la dynamique des commerciaux. J'adore les entendre appeler, faire du cold call, crier, appuyer sur le buzzer. J'adore ça. Et je me suis dit, bah, je vais monter une boîte à destination des commerciaux pour les aider. Et en fait, avant de choisir le secteur des sales, j'ai fait des vies ma vie avec pas mal de gens sur différents univers. Et je me suis dit, dans quoi je me vois encore 10 ans? Dans quoi je me vois travailler 10 ans? Et c'était la sales tech. Et c'est pour ça que je me suis relancé. Et parce que je me faisais chier à la maison aussi. Non, mais c'est bien de le mentionner. Et Zelic, vas-y, c'est quoi? Si tu pitches la Ouais. boîte en quelques phrases. Pépite, prochaine future plus grosse boîte au monde dans la sales tech. Ok. Et nous, ce qu'on permet de faire aujourd'hui, c'est de trouver n'importe quel prospect dans le monde, enrichir son contact et réussir à obtenir un rendez-vous. Et donc, on obtient son numéro de téléphone, son mail, ses informations personnelles, son caractère, et on te permet de le prospecter sur tous les canaux qui existent. Donc, de l'email, du LinkedIn, du SMS, du WhatsApp, du call. Et on va te permettre après, en fait, d'aller sur une signature du client. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec Zelic. Croissance rapide, 5 millions d'euros de levée from day one. On a une team internationale, bureau basé à Paris, mais on est principalement en full remote. On a 1000 produits là ouverts, donc accessibles. On a eu, en l'espace d'un mois, sans trop de communication, plus de 1500 boîtes inscrites worldwide. Et on a un gros buzz qu'on va faire là d'ici le prochain mois, parce qu'on va faire une vraie communication. Et Zelic va être live et on commence à signer les premiers comptes. Donc voilà, grosse ambition pour Zelic. On veut concurrencer tous les concurrents sur le marché international. Et ça démarre fort, quoi. Tout à l'heure en off, tu me disais que toi, le concurrent numéro 1 que tu veux adresser, c'est HubSpot. Ouais, on va aller étape par étape. Là, aujourd'hui, mon concurrent, c'est Apollo. Mon concurrent, c'est Apollo. Ils ont de la data, ils ont de la prospection. Et en fait, je vais aller taper dessus.
Deuxième concurrent que j'ai, ça va être Salesloft et Outreach. Donc là, on est sur la prospection commerciale. On n'est pas sur la data, mais sur la prospection commerciale. Et après, nous, on peut devenir un CRM parce qu'il manque juste le pipe management, le deal management. Et donc, dès qu'on va aller là-dessus, on va pouvoir concurrencer des HubSpot parce qu'on trouve le contact, on l'enrichit, on le met dans la base, on te fournit des contacts même automatiquement en fonction de ton ICP. Tu prospectes, tu as une gestion de tes tâches, une gestion de la performance de tes commerciaux. Et à partir du moment où tu gères ton pipe des commerciaux, tu n'as plus besoin d'HubSpot. Sur la partie commerciale, je parle. Ah oui. Et donc voilà, c'est la vision que j'ai et sur quoi je suis en train de pousser. Alors tu vois, moi je te disais, il y a un truc sur lequel avec Enguerrand, mon associé, on croit à fond en termes de use case intelligence artificielle, c'est ce use case-là. Et on a vu les premières communications que moi j'avais vu passer sur Zeli, qui avait notamment pas mal de communications qui avaient été faites sur l'intégration de l'intelligence artificielle, tout ça. Moi, ça m'intéresse un peu de savoir, c'est quoi pour toi l'impact que va avoir l'intelligence artificielle sur des outils sales, etc. C'est phénoménal. Hein. Ça révolutionne vraiment le métier. On est en train de créer un copilote grâce à l'IA des sales. C'est-à-dire qu'on te prend par la main et on va t'aider à augmenter ton taux de succès en termes de deal. Et l'intelligence artificielle, tu en as partout. Tu en as de l'identification de ton ICP, tu en as l'enrichissement de tes données et tu en as jusqu'à la qualité de ta prospection. Nous, par exemple, sur l'IA, tu as plusieurs choses. C'est on va te créer un icebreaker et une stratégie sur ton compte. Tu n'as plus besoin d'aller voir LinkedIn. Tu sais qui il est, ce qu'il fait, son caractère, la croissance de sa boîte. Et en fonction de ça, on te crée un mail personnalisé pour réussir à contacter et optimiser tes chances d'avoir un taux de réponse qui est élevé. On va te permettre également sur ta cible de scraper ton site internet, d'adresser ton ICP et de te fournir des contacts automatiquement en fonction du nombre de commerciales que tu as dans ta base chaque jour en fonction de ta cible. Donc on révolutionne le métier du sales ops. Ensuite, on va avoir dans la qualité, nous on appelle ça le Magic Field, mais en fait sur ta liste de prospects que tu vas avoir, en un bouton où tu mets Send All, tu vas pouvoir envoyer 1000 par exemple messages personnalisés à chacun de tes prospects sans avoir besoin de les vérifier. Donc tu n'as même plus besoin de faire en fait des séquences où tu mets juste une variable nom ou prénom. Là, tu fais de l'automatisation personnalisée sur le caractère de la personne, 1000 messages en un envoi en une seconde. Et donc on travaille vraiment ces aspects-là où ton sales aujourd'hui va se concentrer sur la chose la plus importante qui va être la structure de son pipe et de la gestion et plus forcément sur le travail fastidieux de l'administratif. Et c'est là-dessus en fait qu'on travaille avec Zelig pour révolutionner le secteur. Oui. Ton sales, il est concentré sur prioriser ses tâches, organiser son pipe et puis closer. Ouais, surtout closer parce que même la priorisation des tâches, on le fait pour lui. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fonction des changements de job, c'est vrai que tu peux, en fonction des intentions d'achat, en fonction du nombre d'ouvertures de ton mail, en fonction des échanges que tu as déjà eu avec lui et de la temporalité, on va t'adresser en fait une note qui va identifier quelle tâche tu dois prioriser ou pas. Ouais. Tu vois, pour moi, aujourd'hui, l'outbound, il y a deux éléments qui sont vraiment très très importants pour vraiment optimiser l'efficience de cette stratégie. C'est notamment deux choses. Bon, moi, je suis souvent sur travail collaboration, market et sales. Là où les marketeurs ils peuvent aider les sales sur la partie outbound, c'est les intents et identifier l'engagement, les niveaux d'engagement, etc., etc. Et ces deux éléments-là, en réalité, aujourd'hui, il y a beaucoup de sales qui ne les font pas parce qu'il leur manque de la data. Ouais, je suis d'accord. Et toi, j'ai l'impression que en fait, tu viens justement te plugger pile poil sur ces deux trucs-là et tu viens ajouter la data manquante C'est ça. Ouais. Exactement, on le fait. De manière automatisée. Ouais. C'est ça. Oui, donc ça va quand même bien faciliter les choses. Et ça m'intéresse de savoir, bon là, la boîte est très jeune. Ouais. Mais pareil, déjà, croissance, etc. Bon, vous avez levé pas mal d'argent, mais tu as déjà plus de 30 personnes dans la team. On en a discuté aussi, très grosse ambition sur l'année à venir. Où, voilà, pour toi, tu penses que tu vas dépasser les plus de 100 personnes dans la boîte, etc. C'est quoi le playbook ? Là, c'est quoi ? Toi, quand tu as adressé le sujet, tu t'es dit, OK, je prends le sujet en main. C'est quoi ton playbook ? C'est quoi les premiers chantiers que tu adresses, etc. Quand j'ai démarré ? Ouais. Sachant que pour moi, tu en es quand même au tout début. Ouais, la boîte, elle a 9 mois. Voilà, donc tu vois, quand tu as démarré, j'ai envie de te dire, du démarrage à aujourd'hui et globalement là sur la toute première année, c'est quoi le plan, tu vois ? Ouais. Première des choses, je trouve mes cofondateurs. Donc je me dis avec qui j'ai envie de monter cette aventure-là, qui je veux prendre avec moi. Je prends mon ancien CFO, Guillaume,
qui était mon bras droit, mon meilleur salarié chez Ivancy. Et je dis à Guillaume, écoute, tu étais mon binôme, on travaille bien ensemble, est-ce que tu veux me rejoindre? Il me dit go Dorian, parce qu'il a changé de boîte, il était passé VP Finance chez Skippers, il était passé CFO chez Elevo, dans une autre startup, et il me dit écoute, je te rejoins dans l'aventure, on s'est bien bossé ensemble. Ensuite, je me dis, il nous manque un tech. Donc j'en parle à Victor. Victor, c'est cofondateur et CTO de Pumpkin, je ne sais pas si tu as connu, Ouais, je vois, ouais. concurrent de Lydia. Ouais. Il fait un exit également, et j'en parle à Victor et je dis écoute, est-ce que tu as envie de réinvestir dans ma nouvelle boîte? Il me dit Dorian, on se connaît, moi il n'y a pas que investir, moi je vais venir bosser avec toi. Donc on se dit tous les trois, bon profil, que du repeat, on y va, on pousse. Il me rejoint, on est trois, on commence l'aventure, je pitch aux investisseurs et je lève les 5 millions d'euros en 2 semaines, assez rapide, sur un deck moche de 5 slides. Après, ils l'ont fait plutôt par rapport au background et l'idée qu'on avait. Mais ça va très vite. Ça va très vite. Là, je me dis, OK, on recrute les techs. On se bat avec quelques agences que je connaissais, avec lesquelles je bossais chez Ivancy. On trouve les premiers développeurs, on structure la team et là, on commence à monter un produit. Et dans cette phase de création de produit, parce qu'on n'était pas en phase d'itération, on regarde et tout, on a bourriné. En fait, j'ai pris les quelques concurrents que j'aimais bien du marché, parce que j'ai scopé tout le marché. Et je me suis dit, voilà ce que j'aime dans ces concurrents-là. Chacune des features, je les ai mappées. Voilà ce qu'on va faire. Et donc, j'avais regardé vraiment la CSTech d'un point de vue sens large. Hein. J'avais regardé Aurum, qui était un outil d'appel de VoIP, avec Aircall, Ringover, Just Call. J'ai regardé Walnut, qui aide les commerciaux à closer. J'ai regardé toutes les solutions comme Lemlist, Reply, Wallaxy, sur la partie automation, la grosse machine. J'ai regardé après tout ce qui était prospection, mais à destination des commerciaux, comme Salesloft, Outreach. J'ai regardé la partie data comme Apollo, Conism. Et en fait, je me suis dit, tu as énormément d'outils et généralement, tu dois en payer plusieurs. Et par sales, ça te coûte 5 000 € par an, ces outils-là. Et je me suis dit, 1, c'est cher. 2, tu as une crise. Et en fait, 3, tout simplement, il faut une solution qui révolutionne et qui mutualise le tout. Et celle la plus proche de ma vision, c'était Apollo. Par contre, Apollo, ils ont commencé par la data. La problématique que tu as, c'est quand tu veux faire des séquences de la prospection sur Apollo, c'est compliqué. Oui. Et je me suis dit, en fait, je vais prendre Apollo sur la data. Donc, c'est-à-dire que je vais développer une solution similaire. Par contre, toute la partie prospection, je vais m'inspirer d'autres boîtes pour réussir à avoir quelque chose qui tient beaucoup plus la route qu'un Apollo. Et donc, on veut lancer le All-in-One qui regroupe toutes ces solutions en une, mais vous n'avez plus besoin. Tu n'as pas besoin de les plugger à nous, parce qu'on les a en interne, mais développées par nous. Donc, c'est-à-dire que tu vas faire des économies parce que tu n'as plus besoin de les plugger, ces solutions-là. Ouais. Et donc, voilà, l'ambition qu'on a, elle est forte. Je veux révolutionner le marché de la sales tech. Je veux devenir la solution leader sur le marché américain. Et on arrive là avec nos gros sabots pour gagner le marché. Ok, et donc là, le plan d'action aussi sur les quelques prochains mois, gros lancement le mois prochain. Gros lancement le mois prochain. Donc là, d'un point de vue stratégie, tu as aussi fait grosse stratégie marketing de RP, influence. Tu m'as mentionné aussi influence? Ouais, ça arrive, ouais. Donc influence B2B. Influence B2B. Vas-y, il faut que tu m'en parles parce que, en plus, tu viens du milieu de l'influence, B2C. Ouais. Le milieu de l'influence B2B, c'est quand même nouveau. Ouais. J'avais voulu monter du B2B chez Ivancy à l'époque, il y a 4 ans. Ok. Personne n'en parlait, mais c'était pas mature. J'avais même rencontré la DG France LinkedIn pour discuter avec, faire un partenariat et avoir l'API. Il m'a dit que c'était pas possible d'avoir l'API LinkedIn. Et finalement, je m'étais dit que le marché n'était pas encore prêt. Mais là c'est prêt. Franchement, il faut que les boîtes, les agences d'influence B2B, elles se développent et elles poussent. C'est le moment là. Ouais. Et donc toi, c'est quoi ton plan sur l'influence B2B? Ça m'intéresse de savoir comment tu abordes le sujet. Je vais l'aborder de la même façon que sur le B2C. C'est-à-dire que je vais identifier des leaders d'opinion par secteur d'activité, par réseau social. Et ensuite, je vais travailler avec 15-20. Une fois que j'ai fait les 15-20 qui ont 5 000, 10 000 abonnés, je vais monter à des gens qui ont 20 000, 30 000. Donc, tu vois, je vais aller étape par étape. Je vais monter un système d'affiliation un peu pyramidal en fonction de qui je veux affilier, qui je veux fidéliser, combien je rétrocommissionne. Donc, je vais mettre ça en place et donc avec des échelons ou des badges, ça dépend comment on peut les appeler. Et en fait, je vais les faire dans worldwide, dans du multi-pays. Et ça va nous permettre de nous développer. Et pour plusieurs raisons. 1, ça évangélise. 2, ça permet de développer la communication. 3, ça me permet également d'avoir des liens d'affiliation et de gagner du chiffre d'affaires. Et en fait, ça, je vais le mettre sur une routine qui va être, en monthly, quoi, tu vois, une routine mensuelle.
et je vais me baser sur mes expériences d'Ivancy pour le faire. Mais exactement la même stratégie. Hein. Identification sur les réseaux, nombre d'abonnés, je monte en puissance, je mets de l'affiliation, je fidélise en fonction des résultats que j'arrive à avoir par personne. Je le fais directement dans du multi-pays pour que ça parle toutes les langues. Et tu vois, si tu tapes Ivancy sur YouTube et tu regardes, il y a énormément de personnes qui parlent de nous, que ce soit en bien ou en mal ou de façon neutre, mais on parlait de nous. Et tu as énormément de YouTubeurs qui disaient voilà, j'ai testé la plateforme, voilà les produits que tu peux recevoir gratuitement. Et ça, tu l'avais dans toutes les langues. Tu vois, tu tapes, tu l'as en arabe, tu l'as en russe, tu l'as en espagnol, tu l'as en français, en anglais, tu l'as vraiment en allemand, toutes les langues. Ouais, et tu veux reproduire ça côté B2B. Et je vais reproduire ça côté B2B. Pardon. Pardon. Ok. Et donc, RP, grosse stratégie RP. Ouais. Tu te concentres sur quoi côté RP en fait Ouais, on a déjà eu pas mal d'articles en avril parce qu'on avait lancé une bêta fermée. Ouais. Puis il y avait l'annonce de la levée. Il y avait l'annonce de la levée, donc on a fait une stratégie RP. On a eu des articles vraiment aux US, au UK, en France. Donc on en est dans la même stratégie, donc une stratégie vraiment multi-pays, avec la même agence avec laquelle on travaille. Et donc on va cumuler la stratégie influence, la stratégie RP, donc on ne le fait pas en direct mais via l'agence, donc c'est la Head of Marketing qui gère l'agence pour le faire. Et après avec plus que des influenceurs mais vraiment des leaders d'opinion, quasiment des ambassadeurs avec lesquels on est en train de travailler, on identifie pour pouvoir nous pousser. Ok. Product Hunt en plus. Ouais. AppSumo. Ouais. Donc voilà, ça c'est aussi 2 gros piliers sur lesquels tu vas t'appuyer pour le lancement de la plateforme. C'est compris dedans. Ouais. Ah oui, ça pour toi, ça fait partie de la stratégie RP. Ouais, ça fait partie de la stratégie marketing, au sens large. Ouais. Dans ta construction d'équipe, c'est quoi les premières recrues sur lesquelles tu t'es appuyé ? Les devs, assez rapidement le produit. Pour mettre vraiment tu vois, les specs en place, la roadmap, les sprints, le produit, ensuite le marketing pour commencer à nous mettre un site vitrine, à tirer des leads, nous faire voir, et après les commerciaux. Et les commerciaux, pourquoi ? Même quand ils n'avaient pas besoin de vendre, je voulais qu'il y ait des stagiaires et des alternants sales pour commencer à s'entraîner sur le pitch et tester notre solution à nous. Parce qu'en fait, on vend une solution pour les commerciaux et on doit être les premiers à utiliser notre propre solution. Ah oui, je suis d'accord. Et le premier jour où notre solution a été mise sur le marché, on a eu des rendez-vous pour Zelic avec Zelic. Et donc, ils ont l'interdiction en interne depuis le premier jour d'utiliser d'autres solutions que Zelic. Donc, si nous, on est fiers de nous utiliser et Zelic a une croissance incroyable, et ben, en fait, tout le monde doit nous utiliser. Parce qu'on est la preuve que ça fonctionne. Ouais, okay. Et voilà, donc on a mis ça en place aussi. Très bien. Et donc là, c'est quoi les next steps ? C'est quoi les prochains gros challenges pour vous ? Donc gros lancement marketing dans 1 mois. Ouais. Grosse croissance commerciale qu'on vise d'ici les 6 prochains mois. Et ensuite, si tout se passe bien et comme le veut, on repartira certainement sur un roadshow. Pour l'instant, je me concentre plutôt sur la partie marketing et sales. Et pour être sûr que le produit fonctionne comme on le souhaite dans tous les pays, parce qu'on est déjà présent worldwide. Là, si je t'ai montré le produit avant, tu peux mettre tes filtres, mais tu peux trouver des personnes aux États-Unis, des personnes au Brésil, des personnes en Inde, en France. Donc on a déjà une base de données worldwide, 1,8 milliard de contacts. Et donc ça peut nous permettre déjà de signer des comptes internationaux. Et mon objectif à moi, c'est que d'ici 3 mois, j'ai signé 25% de chiffre d'affaires hors France. D'accord. Mais de toute façon, depuis Day One, tu disais, tu as une vision globale. Tu me disais qu'en interne, vous ne parliez pas français. Non. Que c'est du remote et que ta team, elle est basée à l'international. Là, j'ai validé aujourd'hui une personne qui vit en Colombie, qui est un Mexicain, qui parle français, anglais, espagnol, et qui est en Colombie. Ouais. Et donc, tout de suite, vision globale, tout de suite les US. Ouais. Tout de suite, on va rattraper le temps perdu, quoi. C'est un peu ça le truc. On va au franc. On va au franc tout de suite, là. Ok, excellent. Très bien. Et donc, réflexion aussi sur un roadshow. Comment est-ce que parce que tu as un peu d'expérience aussi du coup maintenant sur à la fois le fait de lever de l'argent, le fait d'attirer des investisseurs même pour rachat, le fait toi-même d'aller acheter une boîte, etc. Donc ce milieu un peu financier, on va dire, tu commences maintenant un peu à le maîtriser. Voilà. C'est quoi les principaux leviers ? Je ne sais pas si c'est le genre de choses qu'on peut révéler, mais ta stratégie sur les principaux leviers sur lesquels tu vas t'appuyer pour pouvoir aller convaincre des investisseurs. Bon, bien évidemment, il y a ton track record que tout le monde n'a pas.
Ouais, évidemment. après ton track record, il t'aide surtout pour ta première levée. Ouais. Pour la deuxième levée, maintenant, il faut que je Oui, faut prouve prouver, aussi, bien voilà, sûr. il faut que je prouve avec des belles métriques. Donc pour l'instant, elles sont là. Maintenant, il faut montrer une croissance du chiffre d'affaires. Dans ma stratégie à moi, et tu as pu en parler à l'instant, c'est le build-up. Parce que j'ai racheté une boîte, je me suis fait racheter, j'ai fusionné dans le rachat. Et en fait, donc la stratégie de build-up, c'est quelque chose que je sais faire, que je maîtrise. Et faut faire l'acquisition d'une autre boîte qui fait déjà du chiffre d'affaires et l'intégrer à ma boîte actuelle, c'est ce que je sais le mieux faire. Et, Donc là, tu as ce plan de faire une levée pour tout de suite aller et racheter. donc, dans les levées prochaines que je ferai, eh ben, en tout cas, cette partie build-up, elle entre dans des cases de mon Excel. Ah, ah. Ok. Tu peux pas dire qui tu es en ligne de mire. Non, parce que pour l'instant, c'est un peu trop tôt, parce bien que sûr. je me concentre sur mon produit actuel, mais je sais que je le ferai. Donc, c'est même pas potentiellement, je sais que je le ferai. Mais tu as déjà des gens en ligne de mire. J'ai pas des boîtes en ligne de mire, j'ai des secteurs d'activité qui m'intéressent, D'accord. que j'aimerais ajouter à mon arc, mais j'ai pas la boîte encore que je me dis celle-là il me la faut. Ok. Très bien. Et j'attends aussi, j'attends 2024, tu vois, là c'est un peu dur pour les sociétés en ce moment, Ouais. c'est dur de lever des fonds, les bridges sont de plus en plus compliqués, donc il va y certainement avoir des belles opportunités à avoir dans les mois à venir, et je pense qu'on va pouvoir faire des bons deals. Transition parfaite, je voulais te dire, tu sais, avec Ivan C, on disait comme quoi tu avais un timing marché qui était vraiment nickel vis-à-vis de Instagram et l'influence. Ouais. Là, j'ai l'impression que tu as un double timing marché aussi qui est nickel. C'est l'IA et la contraction globale du marché qui pousse les boîtes à favoriser l'outbound. Exactement. Comment tu fais pour sentir ce genre de choses là? Comment tu fais pour... Tu vois? Écoute, moi je suis... on a parlé de Rocket Internet avant, tous les deux. J'adore ce que Rocket Internet a pu faire. J'adore le copycat. Ça me passionne. Et en fait, avant de me lancer, j'étudie vraiment le marché. Et quand je te dis j'étudie le marché, c'est je prends vraiment du temps pour discuter avec les salariés de boîtes potentiellement concurrentes. Je prends le temps de me poser dessus et réfléchir à la stratégie future dans les 3 prochaines années. Je prends le temps d'analyser les levées de fonds, les échéances, les valos, le chiffre d'affaires qu'ils ont réussi à faire. Je prends vraiment le temps pour comprendre mon marché, et quand je me lance, je sais que le marché existe. Après, la question, c'est est-ce que je vais être assez bon pour exécuter? L'avenir nous le dira d'un point de vue développement et chiffre d'affaires. Mais en tout cas, je me lance sur un marché qui existe. Reste plus le cas. Et donc, je pense que c'est vraiment l'identification. Après, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'à la base, moi, je voulais travailler à la DGSE et j'ai fait des études d'intelligence économique. L'intelligence économique, qu'est-ce que c'est? C'est de la veille concurrentielle. Et donc, j'ai étudié là-dedans. Et donc, à la base, je m'étais posé la question d'aller travailler à la DGSE. Et en fait, l'aspect analyse concurrentielle, c'est quelque chose que je maîtrise. Ouais, et donc, quand j'arrive sur un marché, il faut que je connaisse tellement bien mon marché que je pourrais être salarié de cette boîte. Oui. Ce que ça te permet aussi, c'est de passer à l'action immédiatement et de tout de suite savoir en fait c'est quoi les éléments prioritaires sur lesquels tu vas taffer, etc. Quoi. Ouais, est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Qu'est-ce qui est le plus important dans ton produit? Qu'est-ce que les gens vont aimer? Qu'est-ce qu'ils vont pas aimer? C'est quoi les releases que tu as pu faire? C'est quoi les avis que tu as pu générer sur les sites B2B? Et qu'est-ce que les gens pensent de ton produit? Est-ce qu'ils sont contents de ton support? Est-ce qu'ils le sentent pas? Est-ce que tu as des problématiques? Tu as des bugs? Et en fait, en prenant le temps, l'intégralité des informations que tu as besoin sur une boîte, tu l'auras. Ouais. Même sur du B2C, tu vas avoir Trustpilot, avis vérifié, Bazar Voice. Donc tu vas réussir à avoir les avis et tu vas te faire une idée de ton concurrent. Avec des choses tout simplement légales, parce que c'est légal. Hein. Bien sûr. Donc c'est pas illégal ce que je fais, c'est tout simplement, je prends le temps sur Google d'aller chercher de l'information et de réussir à analyser en tout cas un cas précis. Tu vois, en parallèle de Bulldozer, j'ai monté un e-commerce et effectivement, un des premiers trucs que je suis allé faire pour savoir, même d'un point de vue marketing, c'est quoi les éléments sur lesquels j'allais appuyer, je suis allé regarder les avis Amazon de tous les concurrents, tu vois. Voilà. Et j'ai pris le temps de regarder les avis et de me dire, et tu vois, les gens ils disaient, ah oui, ça j'aime pas, ah moi voilà pourquoi je l'utilise. Et tu vois, quand tu lis 50 fois, moi je l'utilise pour ça,
tu te dis, mais en fait, il y a un use case là, tu vois, c'est voilà. Ouais, exactement, c'est pareil. Ouais. C'est ça. Ouais, ok, très bien. On arrive sur la fin de l'échange. C'est quoi qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là? Un succès, un succès mondial. On peut me souhaiter de réussir à révolutionner le métier du commercial pour l'aider et une belle aventure humaine parce que tu vois, si je me suis relancé aussi dans l'aventure entrepreneuriale, donc j'aimais pas ma précédente expérience, pas d'un point de vue humain, mais d'un point de vue métier, je me suis relancé parce que l'aventure humaine m'intéresse. Et C'est donc un des là, premiers trucs que tu as mentionné d'ailleurs, c'est le côté, c'est les people, tu vois. Que je te disais, c'est quoi le plus important. les trucs, vraiment les leviers du succès de machin. Premier truc que tu m'as dit, c'est les people. Donc C'est les gens, parce qu'en fait, si tu recrutes les bonnes personnes et tu les mets à la bonne place, t'as peu de chances d'échouer. Ouais. Tu vois, et moi, je recrute que des personnes meilleures que moi. C'est à chaque place, il faut que la personne soit meilleure que moi, sinon elle n'a rien à faire dans la boîte. Je vais pas lui apprendre son métier. Moi, je suis pas expert. La seule chose où je suis expert, c'est sales. C'est quelque chose que je connais très bien. Mais en dehors de ça, sur tous les métiers, je dois avoir des notions, je dois comprendre, je dois pouvoir les challenger. Mais c'est pas mes expertises. Et donc, je dois recruter des gens bons qui vont faire leur travail. Je micromanage pas. Je leur donne des objectifs et je les challenge. Et même si tu es très bon en sales, bah, tu recrutes des head of sales, tu recrutes un head of sales, tout ça. Parce que, voilà, en fait, il faut à un moment donné déléguer cette partie-là aussi et machin. Ah ouais, parce que je suis très content d'avoir une personne qui va faire le travail de management à ma place sur, sur le ramp-up des commerciaux, sur l'apprentissage, sur les feedbacks. Non, très bien. Ok. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? LinkedIn, Instagram, je suis présent sur les deux. Tu vois, même si je suis pas passionné des réseaux, je suis quand même réactif et je suis actif. C'est super important en plus aujourd'hui de le faire. Bah oui. Mais voilà, je suis dispo. On n'hésite pas à m'envoyer des messages. Généralement, je réponds. Ok, très bien. Merci beaucoup pour ton temps, pour tout ce partage. C'était très cool. Merci à toi. Merci à tout le monde d'avoir écouté l'épisode. N'oubliez pas les 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, tout ça. Le commentaire, le like sur la chaîne YouTube, l'abonnement sur la chaîne YouTube également. Merci à tous. Ciao. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!